Bonjour à tous. Donc, comme monsieur vous a annoncé, je vais donc vous parler de la ventilation et rénovation. Tout d'abord, j'introduirai le sujet en vous parlant de la nécessité de la ventilation et j'axerai mon propos sur les techniques de ventilation qui sont adaptables à la rénovation. Ensuite, nous avons été chargés, le COSTIC, pour établir des règles techniques sur un programme de règles de l'art sur le Grenelle de l'environnement. Je vous présenterai donc ce programme. Et ensuite, je vous parlerai de la mise en œuvre des différents systèmes pour terminer sur l'étanchéité des réseaux. Alors, pourquoi il est important de ventiler? Parce que on passe l'essentiel de notre temps dans des espaces clos, que ce soit des espaces clos dus à nos lieux de travail ou à l'intérieur de nos habitations. Et à partir du moment où on n'aura pas une bonne ventilation, on va avoir un certain nombre de conséquences. Ces conséquences vont être des conséquences qui peuvent être humaines. Ces conséquences peuvent être au niveau du bâti. Quand on a des process industriels, on peut avoir aussi des conséquences sur les process industriels. Alors, ça sont les conséquences que l'on peut avoir donc sur ces différents problèmes. Ensuite, on va avoir une augmentation des consommations liées en fait à une sous-ventilation, parce que très souvent, qu'est-ce qu'on va faire? On va être amené à augmenter un petit peu la vitesse de rotation du ventilateur, ce qui est pas une bonne chose, qui risque d'augmenter les consommations. À partir de ce moment-là, on va avoir des problèmes de bruit et qui dit sous-ventilation dit en fait des risques vis-à-vis des populations qui sont fragiles dues à des maladies et des dégradations du bâti. Alors le caustique, je vous l'ai pas présenté, c'est pas du tout le propos d'aujourd'hui. Nous sommes amenés à faire énormément de visites sur des sites, ce qui nous amène en fait à faire des diagnostics et à constater un certain nombre d'installations qui sont souvent très bien faites, mais aussi d'installations, et ça sera la fin de mon propos, d'installations qui quelquefois laissent à désirer. Donc toutes ces photos sont généralement des photos qu'on a réalisées sur site suite à des interventions. Alors les différentes techniques qui existent en ventilation, on a distingué ce qui existait au niveau de l'habitat et ce qui existait en tertiaire. Alors on parle peu de la ventilation naturelle, mais vu que mon propos est centré sur la rénovation, et vous allez le voir, on a encore un parc qui est très important au niveau de la ventilation naturelle. Après il y a la ventilation hybride dont vous parlera Monsieur Jaillet. La VMR, la ventilation basse pression, la ventilation simple et double flux. Ça, c'est ce qu'on va retrouver en habitat. En tertiaire, on trouve les mêmes systèmes, sauf que par exemple, on parlera pas de VMR, on parlera plus de ventilation mécanique ponctuelle, et on aura plus des systèmes de centrales de traitement d'air en tertiaire par rapport à l'habitat. Alors comme je vous le disais, ça c'est une étude qui a été réalisée par RH pour faire en fait une photographie du parc existant en France. Et on s'aperçoit que sur le parc existant en France, on a la moitié en fait qui est représentée par de la ventilation naturelle. Vous voyez là, c'est la ventilation naturelle pièce par pièce, c'est-à-dire qui ne respecte pas l'arrêté actuel du 24 mars 82, 34%. Et si on rajoute à ça la ventilation naturelle par conduit, pour fixer les esprits, je vous remontrerai bien des schémas pour vous expliquer qu'est-ce que j'appelle la ventilation naturelle par conduit, qu'est-ce que j'appelle la ventilation naturelle pièce par pièce. Donc on s'aperçoit que quand on additionne ces deux là, 34 et 16%, on a 50% de notre parc qui est encore en ventilation naturelle. Alors il y a deux grands absents, c'est les 0%, c'est la ventilation double flux, on peut s'en douter, c'est pas le parc du neuf, c'est le parc de existant, donc il y en a pas vraiment qui a existé. Cette étude elle date de 6-7 ans.
Et non plus, il n'a pas été trouvé de la ventilation mécanique répartie de la VMR. Alors on s'aperçoit après que on a un parc qui concerne la ventilation simple flux, que cette ventilation simple flux soit en autoréglable ou en hygroréglable, et une petite part pour la ventilation naturelle assistée. Donc ça, c'est ce qu'on peut une photographie en fait de ce qui existe en habitat existant. Après, qu'est-ce que l'on a sur au niveau du tertiaire? En tertiaire, qu'est-ce qu'on trouve énormément? C'est aucun dispositif spécifique de ventilation avec en fait de l'ouverture des fenêtres. Alors il faut bien savoir qu'on parle beaucoup de systèmes qui sont très performants, de l'étanchéité des réseaux, de récupération de chaleur, mais la ventilation par ouverture des fenêtres est un système qui est tout à fait autorisé et envisagé dans la réglementation, que ce soit le règlement sanitaire départemental ou que ce soit le code du travail. Et on s'aperçoit quand même que ce sont des systèmes qui sont très largement installés, puisque vous voyez les taux de pourcentage qui vous sont donnés. Là, dans les bureaux, 50%, dans les écoles, c'est sûr que l'essentiel se fait à ouverture des fenêtres. Combien de fois les maîtresses, au moment où il y a la récréation, elles ouvrent les fenêtres. Alors ça, c'est si la personne est sensibilisée, elle va avoir tendance à ouvrir, et puis ça va dépendre aussi du climat, parce que s'il fait pas très très chaud, on voit que la température commence à augmenter, mais on n'a pas trop envie non plus à ouvrir la fenêtre. Donc ça, c'est le gros constat en tertiaire, encore une très grosse proportion de systèmes de ventilation fait par l'ouverture des fenêtres et qui subsiste, puisque de toute façon, comme je vous dis, c'est quelque chose qui est envisagé dans la réglementation. Alors après, c'est un petit peu moins remarquable, on peut remarquer qu'il y a en effet des systèmes simples et double flux, mais par contre, on passe en tertiaire soit avec des systèmes, une absence un peu de système, c'est-à-dire ouverture des fenêtres, soit après une grosse proportion avec des systèmes qui sont assez sophistiqués, puisque carrément des centrales de traitement d'air avec des pourcentages qui sont importants. Donc voilà pour cette radiographie en fait du parc de la ventilation, que ce soit en habitat ou en tertiaire. Alors je vous avais dit que je vous présenterai un petit peu les systèmes parce que après, je vais vous dire, voilà ce qui existe et voilà ce qu'on peut faire, parce que n'importe quoi ne peut pas être fait forcément en ventilation. Alors quand je dis de la ventilation naturelle par conduit, c'est de la ventilation qui respecte l'arrêté du 24 mars 82, qui est l'arrêté qui permet de faire un balayage, pas de la ventilation pièce par pièce. On continue en fait à respecter le principe de se dire, je fais rentrer de l'air dans une pièce principale ou dans une pièce à pollution non spécifique quand je suis en tertiaire, et j'extrais ensuite l'air dans une pièce à pollution spécifique pour profiter au maximum de l'air qui est rentré à l'intérieur du bâti. Donc là, on a des conduits, et ça va être quelque chose qui est très important pour pouvoir faire de la rénovation, parce que si j'ai pas de conduit, j'aurai pas beaucoup de systèmes qui vont mettre possible à installer. Alors après, au niveau de ces conduits, ça peut être différents types de conduits. Ça peut être soit des conduits individuels de ce type-là, qui utilisaient à l'époque quand même pas mal de place, puisqu'on a toute une rampe de conduits, soit des conduits shunts, avec ce type de conduit là que vous pouvez voir à l'intérieur. Donc ça, c'est pour la ventilation naturelle. La VMC, qui est bien connue, je pense, par vous, puisque c'est les mêmes systèmes avec amener d'air dans les pièces principales, extraction dans les pièces techniques. Là, on a un réseau qui va être plutôt installé en maison individuelle. Ici, ça va être plutôt en tertiaire. En individuel, en tertiaire ou en habitat. Mais là, on va s'apercevoir que pour certains système, on va avoir des problèmes. Le fait qu'il y a un empilage comme ça de différents, soit bureaux, soit en fait locaux, je vais pas forcément pouvoir installer mon ventilateur. Alors la ventilation mécanique répartie, alors ça c'est ce qu'on rencontre en habitat.
Son pendant, en fait, c'est la VMP. Alors, quelle est la différence entre ce qu'on va appeler la VMR et la VMP? La VMR a vraiment des exigences qui ressemblent à la VMC, puisqu'on va lui demander de respecter les règles du balayage en respectant aussi les débits du 24 mars 82. Donc, c'est une ventilation. Si quand on regarde les consommations au niveau des perditions énergétiques par renouvellement d'air, vont être similaires à la VMC parce que ce sont les mêmes débits. La VMP, c'est plus une ventilation ponctuelle qui va pas être étudiée globalement sur l'ensemble du local. On a un besoin ponctuel de ventilation, on met un ventilateur à cet endroit-là. Donc c'est pas une étude globale quand on est en VMP, alors que la VMR, ça ressemble à de la VMC, puisque en fait c'est quelque chose qui va être étudié globalement. La différence, c'est qu'on va avoir des ventilateurs qui sont installés dans chacune des pièces techniques que l'on veut ventiler. Et ça va être très important quand je vais faire en fait de la rénovation et que j'ai pas de conduit, parce que quand j'ai pas de conduit, eh ben une des rares solutions que je vais pouvoir avoir justement, c'est justement de mettre de la VMR. Alors, il existe un système, je sais pas si vous en avez beaucoup entendu parler, la VMR double flux. Alors la VMR double flux, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment en France. Ça existe dans les pays européens. On a fait une étude avec le CETIAT et le CSTB où on s'était approvisionné de 2 systèmes VMR double flux. Alors déjà, c'est des systèmes qui sont relativement encombrants que vous êtes obligés donc d'installer dans chacune des pièces, mais des pièces aussi bien techniques d'extraction, des points d'extraction de type cuisine, WC ou pièces à pollution spécifiques, mais également dans les pièces à pollution non spécifiques. Donc vous avez pléthore en fait de ventilateurs à chaque fois. Et ensuite, ce ne sont pas des systèmes qui sont par balayage, puisque en fait, je récupère la chaleur dans chacune des pièces. Donc j'extrais, je souffle, j'extrais, je souffle. Donc c'est un système qui, pour le moment, n'est pas conforme en France, puisque c'est un système qui correspond à de la ventilation pièce par pièce. C'est pas une ventilation qui respecte la règle du balayage. Mais c'était un système on avait peur, on avait surtout étudié, ça c'est le CSTB qui l'avait fait, de voir s'il n'y avait pas un recyclage, parce que sur un petit appareil comme ça, en fait, vous avez l'extraction et le soufflage qui est réalisé, mais il n'empêche qu'il n'y avait pas de recyclage, que les performances de l'échangeur étaient bonnes. Mais ce qui nous gênait plus vis-à-vis de la réglementation, c'est que vous ne respectez pas la règle du balayage. Donc voilà pour la VMR. Et puis la ventilation double flux. Alors ventilation double flux, ça va être plus un réseau qui va être installé en maison individuelle. Ici, on va avoir des réseaux qui vont être installés en collectif. Alors le problème qu'on va avoir sur ces systèmes double flux, sont des systèmes qui sont performants, très performants. On a pu faire toute une campagne de mesures, notamment pour Rage. On s'est aperçu que les rendements des échangeurs dépassaient, y compris in situ, des rendements de 85%, puisqu'on a fait un diagnostic sur un certain nombre d'installations. À chaque fois, au niveau des rendements, on a pu constater ce genre de rendement. Le problème qu'on rencontre actuellement, c'est au niveau de l'incendie. Parce que vous allez avoir 2 types d'installation du double flux. Soit là, on vous a montré quelque chose qui est centralisé, soit en fait, on va mettre à chaque fois des récupérateurs de chaleur dans chacun des différents locaux. Alors quand on est avec ce système-là, le problème que l'on a, c'est qu'on peut très bien avoir une propagation du feu qui se fait depuis ce local-là vers le local du dessus. Pour le moment, en France, il existe 2 solutions. Soit en fait l'utilisation d'un ventilateur qui est 400 degrés une demi-heure, des ventilateurs qui sont à fonctionnement permanent, soit en fait des solutions de clapet par flamme. Malheureusement, en double flux, actuellement, il nous reste que la solution des clapets, parce que pour le moment, sur le marché, n'existe pas encore des ventilateurs double flux à fonctionnement permanent qui sont 400 degrés une demi-heure. Donc du coup, on se retrouve, ce qui complexifie en fait le système, parce que du coup, on se retrouve avec des clapets à devoir en mettre derrière chacune des bouches, qui est une contrainte quand même qui est importante. Ça, c'est dans le cas où on a en fait des systèmes centralisés.
Quand on a des systèmes qui sont décentralisés avec le récupérateur qui est dans chacun des locaux, là, ben, du coup, vous allez avoir un ventilateur d'extraction et un ventilateur d'insufflation en partie haute. Donc, du coup, ben, on n'a plus de problème et on retombe avec les mêmes solutions que l'on a en simple flux. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit la solution centralisée par rapport à la solution décentralisée? C'est que la solution décentralisée vous fait perdre énormément de place. J'en parlais tout à l'heure là à la pause. On en a visité un certain nombre aussi d'installations. Ben, il faut la place du récupérateur de chaleur. Et pour, vous m'avez pas vu debout, mais je suis pas très grande. Et ben, je touchais le faux plafond, quoi, en fait, à l'endroit en fait des WC où était positionné le récupérateur de chaleur. Donc c'est un système qui est satisfaisant, mais quand on les installe dans les locaux, il y a forcément un rabaissement en fait du plafond. Donc voilà pour les systèmes double flux. Alors ensuite, il y a ce qu'on appelle la ventilation modulée. La modulation va être différente suivant que l'on soit en tertiaire ou suivant que l'on soit en habitat. Quand on est en habitat, c'est quasiment tout le temps de l'hydro. Par contre, quand on va être en tertiaire, ben on a différentes sondes qui peuvent réagir à différents polluants. Ces polluants, ça peut être la détection de présence, ça peut être le nombre de personnes qui vont se trouver, ça peut être en fait un peu le COV. Alors le COV, pour le moment, c'est pas un système qui est soumis sous avis technique. Mais tous ces systèmes, à partir du moment où ça impose une réduction de débit par rapport au débit réglementaire, il faut forcément que ce soit des systèmes qui sont soumis à avis technique. Donc voilà un petit peu rapidement la présentation de tous ces systèmes-là. Alors je vous avais dit que je vous parlerai du programme RAGE. Alors ce programme RAGE, c'est les règles de l'art pour le Grenelle de l'environnement. Donc il y a différentes recommandations, des recommandations sur le bâti et au niveau de l'enveloppe et des recommandations qui vont être sur les équipements techniques. Le caustique s'est occupé plus particulièrement des équipements techniques. Et en ce qui concerne la ventilation, puisque c'est mon propos aujourd'hui, on a fait des recommandations sur la VMC, mais plus sur la rénovation. On en a fait sur la VMR, sur le double flux cette fois-ci en neuf. Alors actuellement, on est en train de faire un guide. Alors il y a guide et recommandations. Les recommandations ont vocation d'être des pré-DTU pour aider en fait à faire ensuite des DTU à la profession. Un guide, ça va être plus des règles de l'art. Donc la ventilation hybride, elle on va faire un guide avec cette ventilation hybride et les puits climatiques. Alors pour pouvoir faire ces recommandations, on s'est appuyé de notre expérience, mais quelquefois ça suffisait pas, donc il a fallu que on fasse également des études amont, et c'est pour ça que on a été amené à visiter un certain nombre d'installations, instrumenter des instrumentations, que ces instrumentations soient sur des systèmes double flux essentiellement. Donc on a fait des études amont sur la diffusion d'air et sur le système double flux. Et c'est là que je vous dis, on s'est aperçu que en ce qui concernait les rendements, on a trouvé que des installations, alors on étudiait le neuf, mais que des installations qui étaient performantes. Alors s'il faut apporter quelques bémols, là où on n'a pas été à 100% satisfait des systèmes, c'est sur les bypass. On s'aperçoit que les bypass, ils sont pas complètement étanches et laissent souvent passer de l'air, donc il y a en fait un recyclage un petit peu au niveau du récupérateur. Le bypass, le récupérateur est pas complètement bypassé. Il y a un système aussi qui nous satisfait pas complètement, c'est au niveau du dégivrage, parce que les batteries de dégivrage, on essaye d'éviter parce que au niveau des consommations. Alors il existe autre chose, c'est de se dire on va stopper pour pas givrer l'échangeur, on va stopper en fait l'amener d'air. Ça non plus, c'est pas non plus un système. Alors ça dure pas longtemps et heureusement, mais qui est pas très satisfaisant parce que forcément, à partir du moment où j'amène plus d'air, je vais favoriser les déperditions qui subsistent à l'intérieur des locaux. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on a fait au niveau du programme RAGE. Et là, moi, je vais vous parler des arbres de décision, de quelques arbres de décision que l'on a mis dans ce programme. Alors, pour vous dire, ils sont téléchargeables aussi bien sur notre site, ces programmes, que sur le site des règles de l'art Grenelle de l'environnement. Alors,
on a déjà étudié la faisabilité. Et vous vous rappelez, quand je vous ai présenté les différents systèmes, des fois, il n'y a rien du tout. Il y avait rien du tout avant. Soit on ouvrait les fenêtres, soit on ventilait par les cheminées. Donc, c'était de la ventilation aléatoire. Ou alors, on ventilait pièce par pièce. Je rentre de l'air à l'intérieur d'un local, je le ressors à l'intérieur de ce même local. Et ensuite, la ventilation telle que l'on la connaît, où en fait on va faire rentrer de l'air dans des pièces à pollution non spécifique pour les extraire dans les pièces à pollution spécifique. Alors la différence entre ces différents systèmes, c'est que là, pour les deux premiers, ventilation aléatoire et ventilation pièce par pièce, j'ai pas de conduit. Donc j'ai pas de conduit, on va voir, je vais pouvoir mettre n'importe quoi. Par contre, quand je vais avoir en général la ventilation par balayage, là, je vais avoir une présence de conduit. Alors, je vais vous présenter deux arbres qui nous ont permis de faire la faisabilité. Déjà, première question, est-ce que j'ai un conduit ou est-ce que je n'ai pas de conduit? Alors, si j'ai un conduit, déjà, des fois, il y en avait un seul, ou alors, est-ce que j'en avais plusieurs? Alors, que j'en ai un seul ou que j'en ai plusieurs, ça veut dire que je vais pouvoir mettre de la ventilation. Alors, on a mis ventilation simple flux, parce que on est déjà bien content d'arriver à mettre de la ventilation en utilisant les conduits. Alors, déjà, souvent, on n'en a qu'un. Arriver à faire de la ventilation double flux dans des systèmes pas qui sont de plein pied, où ça on pourra toujours faire de la ventilation double flux. Mais à partir du moment où on a un empilement de local, c'est très difficile de mettre de la ventilation double flux. Donc soit on fera de la ventilation simple flux telle qu'on la connaît, soit de la ventilation simple flux avec des raccordements par conduit de traînasse en fait, par conduits horizontaux. Ça, c'est dans le cas où on a des conduits. Alors si on n'a pas de conduit, il y a deux solutions. Soit j'ai pas de conduit et puis de toute façon je pourrais pas en avoir et je pourrais rien faire. Donc une solution qui existe, c'est justement la VMR que je vous ai présentée, où en fait on va mettre des ventilateurs ponctuels dans chacun des locaux que l'on va vouloir ventiler. Alors ça on le met, c'est pas comme de la VMR double flux, on ne va en mettre que dans les pièces technique en fait. Quand je suis dans du logement, je ne le mettrai que dans la cuisine, le WC, la salle de bain. Et par contre, l'amener d'air, je continuerai à la faire dans les pièces principales. Alors pourquoi c'est en italique là, enfin en pointillé? C'est en pointillé parce que dans les recommandations RAGE, ça faisait pas l'objet des recommandations RAGE. Il fallait prendre un autre cahier, c'est pour ça qu'on l'a mis en pointillé. Alors ensuite, si je peux créer des conduits, suivant que on se retrouve dans ce cas-là, soit je peux en créer un, soit je peux en créer plusieurs. Donc je vais pouvoir faire de la VMC simple flux. Mais avoir des conduits, ça suffit pas. Il faut savoir si ces conduits sont étanches. Il faut savoir qu'avec de la ventilation qui est de la ventilation mécanique, la dépression à l'intérieur des conduits est importante. Donc il ne faut pas que les conduits, en fait, soient poreux. Quand je veux dire les conduits, c'est plus la gaine technique qui existait, les conduits qui étaient maçonnés, dont on va se servir comme d'une gaine technique. Donc si les conduits, ils sont étanches, d'accord, je peux mettre de la VMC. Alors je le teste par un envoi de fumigène, je regarde, je fais des mesures, je vais pouvoir l'utiliser, je mets de la VMC. Par contre, s'ils sont pas étanches, j'ai deux solutions. Soit je peux en fait faire des travaux sur les conduits, donc je fais du chemisage, je peux faire du tubage, c'est-à-dire que j'utilise le conduit qui est maçonné existant comme d'une gaine technique, et après je passe mon conduit métallique. Soit si je veux le conserver en état, c'est les solutions que vous présenteront Monsieur Jaillet, c'est-à-dire des solutions qui mettent le conduit beaucoup moins en dépression, donc qui sont moins sensibles à la porosité du conduit, et donc soit une ventilation naturelle assistée auto ou hydro, soit une ventilation basse pression. Les règles RAGE, comme je vous ai dit, ça va exister en guide, la ventilation naturelle assistée. La ventilation mécanique basse pression, c'est une assez nouvelle technique quand même, puisque je crois que ça doit 2-3 ans. Donc pour le moment, on n'avait pas prévu de les mettre dans les recommandations RAGE. Donc voilà sur cette faisabilité de la ventilation. Alors maintenant, je vais terminer mon propos parce que par ce qu'on a rencontré un petit peu sur les installations de ventilation, parce que on sait très bien faire des très bonnes installations dans le neuf. On parle beaucoup d'étanchéité. Je terminerai par l'étanchéité. Mais par contre,
les réseaux, ils vieillissent assez mal. Dans le DTU 68.3, on peut s'apercevoir d'ailleurs que pour le neuf, on prévoit 12% de fuite forfaitaire. Si on met des systèmes un peu plus performants, on pourra avoir 5. Mais dans les réseaux qui sont existants, c'est 30. Et la Fédération française du bâtiment nous avait demandé de valider en fait ces 30 et de me dire est-ce que 30, on a eu raison de prendre 30 ou on aurait dû prendre moins ou plus. La réponse c'est quand même qu'il aurait fallu prendre plus parce que ce qu'on a vu, c'est les réseaux ont tendance à vraiment très très mal vieillir. Donc là, à chaque fois, je vous ai montré une installation. Ce qui est important pour les bonnes pratiques de mise en œuvre en rénovation, déjà, c'est qu'il va falloir pour les intervenants qu'il y ait un cheminement des réseaux. Alors vous allez me dire, ça joue pas sur l'étanchéité. Bah oui, ça joue sur l'étanchéité. Parce que là, c'est un réseau sur lequel, en fait, il y avait eu un bon cheminement. Donc en fait, on pouvait, là vous voyez, il y a une échelle, on peut passer d'un côté à l'autre. Sur celui-là, par exemple, là j'ai fait un gros plan, il n'y avait pas du tout de cheminement, il n'y avait pas du tout d'échelle. Donc du coup, on passait par-dessus les conduits. Et en passant par-dessus le conduit, on a tendance en fait à tasser un peu le conduit. Donc qui dit en fait tasser le conduit, là ici on a une fuite qui est très importante. Ensuite, les manchettes souples. Alors les manchettes souples, c'est un problème récurrent que l'on rencontre sur les installations de ventilation. Alors le DTU dit qu'il faut des manchettes souples. Et c'est sûr, je rejoins complètement, il faut des manchettes souples. Il va pas falloir utiliser des manchettes qui sont rigides pour désolidariser justement le ventilateur du reste de l'installation. Mais sur ces manchettes souples, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de problèmes. Alors ça, c'est un schéma du DTU 68.3 qui nous dit qu'il faut avoir un raccord coaxial. À partir du moment où vous n'allez pas avoir entre le ventilateur et la manchette un raccord coaxial, ça va jouer davantage. Et là, ici, vous voyez un trou. Alors c'est des installations, on voulait pas d'installations qui soient plus jeunes de 15 ans. Donc toutes les installations que je vous montre là, elles ont entre 15 et 20 ans. Et là, ici, on a d'autres petits trous. Pour le moment, je vous dis pas ce que c'est. Je vous dis, vous regarderez sur d'autres choses systématiquement ces petits trous. Ces petits trous, c'est une pièce de 2 € quand même. Alors, il faut utiliser des manchettes qui sont étanches. Là, vous voyez, quand on parle 30% de fuite, ici, c'était un trou qui fait 5 cm sur 5 cm. Vous voyez que la manchette a complètement joué. Elle s'est désolidarisée du collier. Et donc là, il y a une très large ouverture sur le raccordement du conduit. Alors que mais au départ, je dis pas, ça a dû être bien fait. Mais dans le temps, alors tout ce qu'on a pu remarquer là, c'est sur des réseaux de terrasses. Les réseaux qui sont installés dans des locaux techniques, ils sont beaucoup plus protégés et ils sont pas soumis à toutes les intempéries. Donc, il y a beaucoup moins de problèmes sur ces réseaux-là. Alors ensuite, il y a les T-souches. Alors les T-souches, c'est le raccord entre le réseau horizontal et le réseau vertical. Alors ces T-souches, ils ont un double problème parce que c'est eux qui vont servir en fait à faire l'entretien du réseau. Donc il faut que le couvercle il soit démontable. Alors qui dit couvercle démontable, c'est qu'on va pas mettre des fixations qui sont rigides, puisque à chaque fois, quand si par bonheur on fait l'entretien tous les 3 ans, à chaque fois ça va jouer sur le couvercle. Donc, le mieux, c'est de pouvoir mettre de la pâte et puis de la bande de manière à ce qu'on puisse le démonter facilement ce T-souche. Puisque c'est le but de pouvoir réaliser l'entretien. Alors malheureusement, qu'est-ce qu'on s'aperçoit là, ça a dû être démonté plusieurs fois, donc ça veut dire que ça a été entretenu quand même. Puis ils ont peut-être perdu le bouchon, je sais pas. Et comme le bouchon, il se positionnait plus sur le T-souche, vous voyez, ils ont mis un certain nombre de dents qui permet, certes, de reboucher le T-souche, mais il y avait pas mal de fuites. Là, de toutes les façons, aussi, ça a été démonté plusieurs fois, et on s'aperçoit que, au niveau des vis, il y a pas mal de fuites.
quand je terminerai mon propos, je vous parlerai des classes d'étanchéité de type C ou D. On s'aperçoit qu'au niveau des rivets, les fuites, elles sont importantes. Là, j'en suis plus sur des installations de 15 à 20 ans de regarder la fuite sur les rivets. Là, c'est parce qu'il y a eu des mesures. Et alors normalement, le caustique, il fait attention à le faire ça. Que quand on fait des mesures sur une installation, après, il faut bien sûr reboucher les trous qu'on a fait au niveau du conduit. Mais au bout d'un moment, ben, apparemment, celui-là, il n'a pas été rebouché. Les trappes de visite. Alors les trappes de visite, ben, c'est ces positionnements-là qui sont sur les réseaux, qui soient en horizontal ou qui soient en fait en vertical, et qui vont permettre en fait de faire l'entretien du réseau, puisque c'est la clé de toute pérennité d'un système. Si on veut qu'un système dure dans le temps, il va falloir pouvoir l'entretenir. Et quand des fois on s'aperçoit qu'on a des contre-références dans le double flux, pourquoi on a des contre-références? Parce qu'en fait, au bout d'un certain temps, il n'est pas entretenu. On change pas les filtres parce que c'est quelque chose qui est coûteux. Et donc, ben, du coup, on se retrouve avec des systèmes finalement qui sont pas performants parce que au bout d'un certain temps, non entretenus, ben, forcément, on n'a pas les débits de ventilation qui passent. Alors, le DTU 68.3 qui est récent, donc qui a remplacé le 68.1 et le 68.2, il s'appuie sur la norme NFEN 12097 qui donne les positionnements des trappes de visite. Alors là, ce que je vous ai montré, c'est un réseau que je voyais d'en haut, et sur tout ce réseau, il n'y a absolument aucune trappe de visite, donc si on veut réaliser l'entretien, on aura un certain nombre on aura du mal. Alors, ce que demande la norme, et ce que demande donc le DTU, puisque le DTU, il s'appuie sur la norme, c'est d'avoir une trappe dès qu'on a plus d'une modification de diamètre, plus d'un changement de direction de 45 degrés et toutes les 7,5 mètres. Bon, c'est vrai, c'est peut-être un peu beaucoup et c'est peut-être des contraintes qui sont importantes, mais on part quand même de quelque chose où on n'avait rien du tout. Alors les trappes de visite, c'est pas facile forcément à faire, hein. Il faut avoir un bon gabarit et bien positionner sa trappe de visite. Quand on le fait à la grignoteuse comme ceci, ben, on peut s'apercevoir qu'au bout d'un moment, on va avoir des problèmes parce que quand on va vouloir positionner sa trappe, on va avoir des fuites un petit peu tout autour de la réservation. Ensuite, ben, là, vous voyez, ça c'est une trappe qui a été mal dimensionnée, puisque en fait, on va avoir des fuites à ce niveau-là. Elle est trop petite par rapport à ce qu'on aurait dû installer. Alors, une problématique qui est intéressante, c'est que on parle de plus en plus de systèmes double flux, et quand on veut entretenir les systèmes double flux, et notamment les conduits qui sont isolés, il va falloir mettre des trappes de visite. Alors là, par exemple, c'est une trappe de visite qui existe sur des systèmes qui sont double pot, parce que sur des systèmes double pot, pour le moment, j'en ai pas vu beaucoup avoir des trappes de visite qui sont déduites. Donc, il existe des systèmes qui proposent en fait des trappes de visite qui sont double pot. Enfin, le raccordement des conduits et des accessoires. Alors, il peut être fait avec des accessoires qui sont à joint. Il peut être réalisé en fait par de la pâte et de la bande. Comme je vous disais, dans le DTU 68.3, il donne un bonus au niveau de l'installation avec des conduits qui sont à joint de classe C d'étanchéité, dans lesquels on prendra 5% de fuite, alors que sur les réseaux classiques, on prendra 12% de fuite. Alors, par contre, quand on met de la pâte et de la bande, au bout d'un moment, c'est des vraies installations. Hein. On s'aperçoit que ils ont essayé de colmater les fuites, mais au fur et à mesure, le soleil aidant, la pluie aidant, ça s'est complètement désolidarisé. Alors, je vous avais parlé de mes petits trous. Là. Alors, c'est qui fait ça? C'est les oiseaux, en fait. Alors ça, vous voyez, ils picorent l'ensemble des manchettes. Alors, il y a quelque chose qui, dans le temps, ne tient pas très bien. C'est justement les raccords souples, parce que là, c'est pas une manchette souple, c'est l'utilisation de la même théorie de se dire que pour désolidariser le ventilateur du réseau, je vais utiliser une manchette souple. Il existe aussi des nipples, des raccords entre conduits qui sont des raccords souples. Ces raccords souples, au bout d'un moment, soit ils sont picorés par les oiseaux, et là il avait très faim puisqu'ils en ont quand même pas mal picoré, soit vous voyez au bout d'un moment, de la même façon que sur la manchette souple, à partir du moment sur la manchette souple du ventilateur, à partir du moment où c'est pas coaxial, vous allez avoir en fait
ça va jouer au niveau du conduit. Et là, ils ont essayé de faire quelque chose et ils ont mis en fait les plaques de goudron pour essayer de boucher le réseau de ventilation. Voilà tout ça pour vous dire que faut pas ressortir de là en disant mais c'est une catastrophe. Mais c'est pour ça que je vous dis c'est pas 30% de fuite. Ma conclusion au niveau de la FFB, ça sera plutôt de dire, je pense que sur les réseaux existants, c'est quand on se retrouve avec des trous qui font 50 cm, ou des fois le conduit est quasi désolidarisé. Donc ça, c'est ce qu'on remarque en rénovation. Par contre, dans le neuf, bien sûr qu'on sait faire des réseaux qui sont très étanches, avec des classes d'étanchéité. Alors ça va dans ce sens-là. A, la moins performante. B, C. On arrive même avec des classes qui sont pas envisagées dans la RT, qui sont des classes de type D, qu'on rencontre en fait dans les pays nordiques. Alors là, ce que je vous ai montré, c'est une photo de notre hall d'essai dans laquelle on a essayé différents systèmes des différents industriels, et on va voir, suivant les systèmes, on peut déplacer la classe D, plus que la classe D, voire la classe C. C'est quelque chose qui est tout à fait atteignable, mais quand on parle de systèmes qui sont des systèmes dans le neuf. Et alors, je voulais pas terminer sur des images catastrophiques. Alors, on a visité aussi des installations dans le neuf. Et dans les installations dans le neuf, là, vous voyez, alors que c'est pas du système double pot, alors déjà, ce qu'elle a, cette installation, vous voyez, elle est dans un local technique. Et cette installation, il n'y a rien à redire, quoi. Au niveau des performances du système double flux, justement, il devait avoir plus de 85%. Au niveau des réseaux, il est impeccable. Bon, c'est une installation, je crois, qui avait été installée, quand je l'ai visitée, elle avait 2-3 ans. Donc, l'étanchéité des réseaux, on sait le faire. On sait très bien le faire dans le neuf. Par contre, au niveau de la rénovation, ça reste encore le maillon faible. Voilà, je vous remercie.